Le nom de Planck, ça vous dit quelque chose? Ah, Planck, c'est un observatoire spatial dont les images ont fait la une des journaux du monde entier. Mais à la base, c'est un physicien allemand, Max Planck, père de la physique quantique, le premier à avoir suggéré que l'énergie pouvait se présenter sous forme de petits paquets, les quantas. En 1900, il constate à sa propre stupéfaction qu'avec cette idée inspirée de Boltzmann, il peut résoudre un célèbre problème de thermodynamique. Pour mémoire, ça s'appelait le rayonnement du corps noir, mais peu importe. Devant ce succès, Planck se convertit à la doctrine de Boltzmann. Mais s'il ne peut convaincre ses collègues, il en est amer. Une vérité scientifique ne s'impose pas en convainquant ses opposants et en leur faisant voir la lumière, mais plutôt parce que ses opposants finissent par mourir et grandit une nouvelle génération familière avec cette vérité. Il n'a pas tort. Mais pour la théorie atomique, il n'y a même pas eu besoin d'attendre la mort des opposants, tant la nouvelle génération a été rapide. Moins de 3 ans après la mort de Boltzmann, son plus brillant adversaire, Ostwald, se convertit. Il saluera en Boltzmann le plus clairvoyant de tous les physiciens de son temps. Bientôt les autres suivent. Par quel miracle ce revirement complet? Par les exploits d'une enthousiaste jeune garde de théoriciens et expérimentateurs à travers l'Europe. Ils s'appellent Smoluchowski, Einstein, Curie, Svedberg, Perrin. Ils sont trentenaires, voire vingtenaires, et voient des atomes partout. À commencer par l'explication du mouvement brownien. Le mouvement brownien, c'est le déplacement perpétuel et désordonné d'un tout petit corps solide dans un liquide. Robert Brown, qui lui a donné son nom, n'est ni chimiste ni physicien, c'est un botaniste. En 1827, avec un excellent microscope, il a observé un grain de pollen dansant dans l'eau. Et par d'admirables expériences, il a démontré que c'est un phénomène purement physique. Un minuscule fragment de roche danse tout aussi bien qu'un grain de pollen. C'est en étudiant cette danse que l'on va donner raison à Boltzmann et transformer l'hypothèse atomique en certitude. Par quel raisonnement? Ça ne va pas être simple. Mais ça vaut le coup, c'est l'un des plus grands bonds de la science. Et ce sont 2 disciples de Boltzmann qui réalisent cet exploit. L'un est Marian Smoluchowski, aristocrate austro-polonais, pianiste, alpiniste, poète, formé à Vienne. C'est un virtuose des processus aléatoires en physique. Et l'autre, c'est alors un parfait inconnu, un certain Albert Einstein. Écoutons-le. On se propose de montrer que, selon la théorie cinétique moléculaire de la chaleur, des corps en suspension dans un fluide, d'une taille visible au microscope, doivent, du fait de l'agitation thermique des molécules, effectuer des mouvements d'une ampleur telle qu'ils puissent être aisément mis en évidence au microscope. Il se peut que le mouvement dont il est question ici soit identique à ce que l'on appelle mouvement moléculaire brownien. Explication. Le grain de pollen qui nous semble si petit est énorme à l'échelle des minuscules molécules d'eau. Ces dernières, en agitation permanente, cognent le grain en tous sens. En moyenne, cela ne le fait guère bouger, ce grain. Il est poussé de partout, autant à gauche qu'à droite, un peu comme vous, coincé dans une rame de métro surbondée, poussé de tous les côtés à la fois. Mais il arrive par hasard qu'un excès de molécules cogne notre pollen sur sa gauche et nous le verrons bouger un peu vers la droite, et ainsi de suite. Bref, cette danse, ce n'est pas directement l'impact des molécules d'eau, mais les variations aléatoires de la résultante collective d'impacts innombrables. Et voilà 200 ans que les mathématiciens étudient les propriétés statistiques de grandes sommes de variables aléatoires. Nos 2 héros physiciens vont en profiter. Car, si cette interprétation est vraie, alors la trajectoire follement irrégulière du grain de pollen obéit à certaines règles mathématiques sophistiquées,
des lois statistiques appelées lois de diffusion. Par exemple, on mesurera le déplacement moyen d'un grain et ce sera en gros la racine carrée de d fois le temps écoulé, où d est le coefficient de diffusion. Plus d est grand, plus vite bouge le grain. Ou bien, on peut déposer quelques dizaines de grains d'encens dans un récipient et compter à intervalles de temps réguliers combien de grains se retrouveront dans une petite zone déterminée. Ce seront les expériences du Suédois Theodor Svedberg. Un coup, on observera un seul grain, 5 secondes plus tard, ce sera 2, encore 5 secondes plus tard, 0, etc. Ou encore, on plonge tout un paquet de grains dans un tube d'eau et on examine comment varie la concentration en grains en fonction de l'altitude. Et si la théorie est vraie, cette concentration doit se raréfier exactement comme l'air en haute montagne. Ce seront les expériences du Français Jean Perrin. Bref, vous avez bien des expériences pour mesurer les propriétés des denses des grains de pollen, et vous vous demandez, est-ce que ces propriétés collent bien avec l'explication par les atomes? Bon, en vrai, ils n'utilisent pas des grains de pollen, mais de minuscules boules caoutchouteuses, plus faciles à standardiser. Peu importe. Les mesures vous permettront de calculer le coefficient de diffusion D. Eh bien, si l'hypothèse atomique est vraie, ce coefficient est lié au nombre d'Avogadro. Vous vous souvenez, le fameux nombre qui mesure la quantité d'atomes dans un certain volume de gaz. Comme le montre Einstein, D doit être égal à R, la constante des gaz parfaits, multiplié par T, la température, divisé par 6, divisé par pi, divisé par le rayon du grain de pollen, divisé par le nombre d'Avogadro. Et donc, si toute la théorie est vraie, en mesurant par l'observation le coefficient de diffusion, on déduira le nombre d'Avogadro. Premier miracle mathématique à partir d'expériences visuelles, tangibles, comptées de petits grains, on peut déduire un nombre aussi monstrueux que le nombre d'Avogadro. Mais précisément, la mathématique a cette force de pouvoir manipuler l'inconcevable. Second miracle, physique cette fois, toutes les expériences donnent la même valeur pour le nombre d'Avogadro, ou peu s'en faut. Jean Perrin le résume dans un ouvrage à succès, que l'on s'intéresse au déplacement moyen des particules dansantes, ou à leur densité dans une colonne d'eau, ou même à l'explication de la couleur bleue du ciel. Plus de 12 raisonnements différents donnent toujours la même valeur pour le nombre d'Avogadro, entre 6 et 7 fois 10 puissance 23. La coïncidence entre toutes ces mesures est trop belle. Puisque l'hypothèse atomique donne des résultats concordants dans tant de situations, elle s'impose comme une théorie unificatrice. Comme le dit Perrin, on remplace du visible compliqué par de l'invisible simple. Alors, même si personne n'a pu voir les atomes, tous les physiciens s'inclinent devant la force de leur harmonie explicative et les acceptent comme une certitude. Et ce n'est que le début. Einstein étudie les grains de lumière, les photons, des grains qui, eux, sont vraiment insécables, alors que les atomes de matière, finalement, on découvre qu'ils peuvent être décomposés en plus fins encore. Ils contiennent des atomes d'électricité que l'on appelle électrons à charge négative. Ils contiennent aussi des protons et des neutrons. On peut leur faire émettre des rayons variés, rayons X, rayons alpha, bêta, gamma. En les étudiant, bien des chercheurs inconscients du danger gagneront des cancers mortels. À Paris, dans le laboratoire de Lippmann et Becquerel, le physicien Pierre Curie traque ses rayons avec une étudiante polonaise, tenace et inventive, Marie Sklodowska. De plusieurs tonnes de roches émettant spontanément des rayons, ils isolent le principe actif, quelques milligrammes de l'élément uranium. C'est la découverte de la radioactivité, une révolution. Pierre épouse Marie, tous deux décrochent le Nobel, et Marie deviendra un emblème de science au féminin, gagnant même un Nobel supplémentaire après la mort accidentelle de Pierre. Et leur fille Irène, leur gendre Frédéric Joliot,
gagneront encore le prix Nobel. Ce sera la famille la plus décorée de tous les temps. Autre pionnier de la radioactivité, le néo-zélandais Ernest Rutherford, lui aussi prix Nobel. Bombardant une cible avec des particules alpha, il découvre avec surprise que les projectiles sont déviés de façon très variable et parfois retournés à l'envoyeur. Il en déduira l'existence des noyaux dans les atomes. La physique nucléaire commence. On se prend à imaginer les électrons gravitant autour du noyau comme de mini-planètes autour d'un mini-soleil. Un brillant étudiant danois attiré par Rutherford deviendra une légende, Niels Bohr. Bohr et Einstein seront les deux maîtres à penser de toute une nouvelle génération de physiciens nucléaires qui accumulera les Nobel. Petite parenthèse, la grande majorité des prix Nobel de physique ont été attribués pour des recherches en lien avec les atomes. Et d'ailleurs, en 1926, Jean Perrin est nobelisé en même temps que Théodore Svedberg. Perrin veut placer la France à l'avant-garde scientifique et sociale. Il fait partie d'un groupe de scientifiques progressistes, anticonformistes, proches du Front populaire, convaincus que la science libère l'humanité de ses chaînes, que la science se partage. Il a écrit son chef-d'œuvre « Les atomes » à la fois pour les chercheurs et pour le grand public. Écoutons-le résumer les théories de Maxwell et Boltzmann. Bref, chacune des molécules de l'air que nous respirons se meut avec la vitesse d'une balle de fusil, parcourt en ligne droite entre deux chocs, à peu près 1/10 de millimètre, et dévié de sa course 5 milliards de fois par seconde. Il y en a 30 milliards de milliards dans un centimètre cube d'air. Et pour justifier, comme Boltzmann, qu'il n'y a pas de contradiction entre une description statistique des atomes et des lois thermodynamiques absolues, il estime le temps qu'il faudrait attendre pour voir les fluctuations atomiques soulever une brique. Un temps si monstrueusement long que si je voulais vous l'exprimer en milliards, etc., de milliards d'années, il faudrait que je passe tout le restant de ma vie à le prononcer. Autrement dit, la brique ne se soulèvera jamais. Il n'y aura pas d'exception à la loi. La légende de Perrin grandit de son vivant. L'écrivain André Gide est fasciné par sa crinière hirsute. Les intellectuels se pressent dans son séminaire, il hypnotise députés et gouvernements. Une entrevue avec le ministre des Finances, qui l'assomme par son flot de paroles, lui suffit à augmenter de 50% le budget de la recherche scientifique. Il se fait bâtir un institut de chimie physique à Paris, près du laboratoire de Marie Curie. Il fonde le Palais de la Découverte pour que l'aventure scientifique passionne les citoyens. Il fondera le futur Centre national de la recherche scientifique, ou CNRS. Bref, la science, c'est Perrin. Perrin, c'est les atomes, c'est le progrès c'est l'avenir de la France. Jamais un Français n'a autant incarné un projet national de science triomphante. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, le laboratoire de Perrin a été rénové de fond en comble. J'en sais quelque chose, c'est moi qui ai négocié le budget pour cela. Et pour y installer, outre des bureaux de recherche, un grand musée mathématique, une extension de l'Institut Henri Poincaré. Quand vous passerez en ces lieux, mieux vaut réserver à l'avance, admirez la salle de thé où Perrin recevait le gratin scientifique et littéraire, où il fit dialoguer Paul Valéry et Albert Einstein. Passez par le joli amphithéâtre où il a fait peindre une fresque par le peintre René Ménard, et où, pas modeste pour dessous l'ami Jean, il a fait reproduire en lettres d'or les premières phrases bien ciselées de son ouvrage. Il y a 25 siècles, peut-être, sur les bords de la mer divine, où le chant des Aèdes venait à peine de s'éteindre, quelques philosophes enseignaient déjà que la matière changeante est faite de grains indestructibles, en mouvement incessant. Témoignage de gloire au pays des sciences et gloire au pays des humains. Et dire que c'était seulement 20 ans après le martyre de Boltzmann. Mais ce triomphe de la théorie atomique, qui pouvait prédire qu'il déboucherait sur le plus terrifiant cauchemar ?